terminons cette journée très riche, je suis très contente, avec Elsa, Saal. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle est sculpteur ou sculptrice, qu'est-ce qui est bien? Tu as une préférence? Non, ce que tu veux. Bon, alors on peut dire les deux. Qui va venir nous parler un peu de son travail en règle générale, mais on avait un peu parlé, et on en a déjà parlé au déjeuner, de la question du 1%. Et notamment, on a déjà lancé au déjeuner que les 1%, c'était essentiellement les hommes qui nous racontaient historiquement. Et je disais justement que tu venais parler de ça, d'obtenir un 1%, oui. Et que c'est pas le premier en plus. Bravo. Merci. Et comme il y en a eu deux, jamais 203, il y aura un troisième. Voilà. Ok. Parce que je suis aussi prophète. Je sais. Voilà. Bon, merci Sophie pour ton invitation. Excusez-moi, c'est quoi les 1%? Je vais expliquer. Ah bon. Je vais tout expliquer. Donc, voilà, alors... Bon, je fais des sculptures exclusivement en céramique, enfin principalement en céramique. Donc c'est un matériau qui a eu une réception qui a évolué avec le temps. Au moment où j'ai commencé, c'était comment dirais-je, vraiment la dernière roue du carrosse. C'est vraiment considéré comme le matériau le plus ringard anti-art contemporain possible. Donc le regard a beaucoup changé et j'en suis très contente depuis ces dernières années, voilà. Donc je vais vous parler principalement de l'art dans l'espace public en fait. On avait une idée comme ça de resserrer là-dessus parce que c'est un enjeu justement en tant que sculpteur. C'est vraiment un des lieux d'expression en fait de l'espace public et pour moi qui est à privilégier parce que il s'y passe des frottements avec le public plus aigus, plus intéressants, plus excitants à mon sens, selon mon expérience, que dans le milieu plus confiné de l'art contemporain. Donc la première fois que j'ai mis une sculpture dehors, c'était cette sculpture-là. Donc je l'ai fabriquée avec la complicité de la Galerie Papillon qui représente mon travail depuis 2000, donc depuis 18 ans, depuis que je suis sortie de l'école en gros. En fait, la galerie a payé l'installation de la sculpture dans le jardin des Tuileries à l'occasion de la FIAC. La FIAC, c'est la Foire internationale d'art contemporain, donc un événement, on va dire un événement commercial, où les galeries montrent le travail qu'elles mènent tout au long de l'année, leur programmation, dans une version concentrée pour le marché sur un stand de foire. Donc ça fait, je sais pas, plus de 10 ans que la foire a aussi la volonté d'ouvrir à un autre public pour pas qu'ils viennent embouteiller pour que le grand public ne vienne pas embouteiller les allées pour qu'on puisse faire notre business entre nous. Ils ont développé aussi une programmation hors les murs, mais qui n'est évidemment pas aux frais de Reed Exhibition, mais qui est aux frais des galeries qui participent. Voilà, donc la Galerie Papillon a payé l'installation de cette sculpture avec camion grue parce que monument historique, les Tuileries, ça appartient au musée du Louvre. Ça, vous le savez évidemment, mais moi je ne le savais pas. Donc c'est le jardin du musée voilà, avec tout ce que on aurait pu très bien déplacer chaque morceau de cette sculpture parce que c'est un assemblage. Mais voilà, on a été contraint de mettre beaucoup de frais pour voilà. Bon, je parle un peu des côtés matériels parce que j'ai l'impression que c'est un peu le sujet plus que de l'art, quoi. Bon, bref. Ah, pardon. Voilà, donc c'était évidemment ironique et ça fait référence au Mannequin Piece, donc la sculpture qui est à Bruxelles et que tout le monde connaît. Donc c'est une sorte donc des gens m'ont rebaptisé Woman Mannequin Piece,
Moi, je l'avais baptisé avec sobriété Fontaine, hein, en hommage à Marcel Duchamp, qui a fait cette fontaine, donc qui est une sculpture en céramique, celle que vous voyez là. Et donc c'est c'était pour moi une référence parce qu'on peut avoir de la céramique aussi dans l'art contemporain. Et évidemment que dans tous les commentaires sur l'urinoir, ça n'a pas dû être beaucoup mentionné, mais enfin bon, beaucoup de céramistes se sont réappropriés cette figure iconique, voilà, pour l'intégrer à ce désir de reconnaissance des artistes qui utilisent ce matériau bâtard dans le champ de l'art contemporain. Donc voilà, donc je l'ai baptisé après la pièce de Duchamp. Voilà, mais c'est aussi un hommage à Bernard Palissy, qui est un grand céramiste français de la Renaissance tardive, de la Renaissance maniériste, qui moulait sur le vif, voilà, tout ce monde grouillant de serpents, de grenouilles, de petits cailloux, etc. Et dont on avait retrouvé des fragments dans le jardin des Tuileries, parce que c'est là qu'il avait un de ses ateliers. Et bon là, Bernard Palissy, pour moi, c'est une référence importante, comme pour beaucoup de céramistes français d'ailleurs. Et c'est lui qui trône devant la manufacture de Sèvres, devant le Musée national de la céramique. Et aussi, j'ai mis ça. Voilà, et donc comme je savais que cette sculpture allait s'ériger là dans le jardin des Tuileries, j'avais aussi envie d'intégrer, vous avez peut-être vu des coraux, des éponges, des choses comme ça, de monde grouillant, comme si elle émergeait de quelque chose de très mou, de très visqueux, qui est aussi le matériau que j'utilise, qui est de la terre glaise qui cuit, quoi. Voilà. Et puis c'était aussi à la même époque que Bernard Palissy, les jardins maniéristes, là en l'occurrence c'est Beaumarceau, avec cette grotte artificielle. Et donc Bernard Palissy, dans un texte qui s'appelle La recette véritable, a raconté à sa mécène, donc c'est toujours aussi quand on fabrique un dossier, c'est aussi du storytelling, raconter et donner envie à quelqu'un de débourser de l'argent. Donc dans les 1%, c'est l'argent du contribuable. En l'occurrence, lui, il s'adressait à Diane de Poitiers pour la convaincre de fabriquer une grotte artificielle dans son jardin. Et dans cette grotte artificielle, Bernard Palissy avait l'intention de complètement recouvrir de céramique émaillée qui imiterait des petits coquillages et tout, comme il fait, quoi. Et en fait, pour pas qu'on voit les plans de joint entre les différentes parties de la céramique, parce que la céramique, on est toujours obligé de le faire en morceaux quand on fait un grand truc, il n'y a pas de four gigantesque. Il a eu l'idée géniale de convertir la grotte en four, c'est-à-dire de faire sa cuisson, de faire sa cuisson in situ en fait. Et donc c'est une idée à la fois technique, parce que c'est vraiment une pensée intelligente, une pensée technique hyper brillante, une solution vraiment, résoudre un problème, et en même temps c'est hyper sexuel parce que c'est mettre le feu à la grotte, donc il y a quelque chose de l'ordre des éléments aussi et de la mutation du feu en terre, de l'eau, voilà, qui sont au cœur de nos métiers, enfin de notre métier de céramique, qui est la transformation d'un élément minéral, organique, en un matériau complètement de l'organique au minéral, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et voilà, donc pour vous montrer l'intérieur d'un four, parce que cette idée technique, elle vient bien sûr de l'observation. Comme l'émail, c'est quelque chose de volatile, ça se colle au mur. Et donc là, vous voyez que les briques, elles ont été entièrement recouvertes d'émail. Donc ça vient aussi, cette idée technique, elle vient aussi d'une observation de ces outils, quoi. Bon, là, je vous montre une cuisson. Donc voilà, cet imaginaire des grottes, moi, ça m'a beaucoup intéressée. J'ai fait beaucoup de pièces comme ça qui révèlent aussi l'intérieur, avec un côté grotesque, comique, enfin, j'espère comique, où l'intérieur est montré autant que l'extérieur, parce que c'est aussi des pièces qui sont construites en creux à partir de plaques de terre qui sont érigées, mais c'est toujours autour d'un vide.
Donc, dans ces autoportraits en forme de grotte, le vide est aussi montré comme, et pas caché. Et tout ce qui est fragile est comme protégé par l'extérieur qui est plus robuste. Voilà, donc là c'était une expo que j'ai fait à Istanbul récemment où elles étaient montrées de manière un petit peu plus... voilà, avec un fond jaune, quoi. Un peu plus, je sais pas comment dire, un peu plus instagrammable, un peu plus contemporaine. Et dans l'expo Woman House, donc, ça c'est une sculpture qui s'appelle, donc un ensemble de ces grottes qui s'appelle grotte généalogique avec des sortes d'aires de famille de l'un à l'autre, avec des formes qui se retrouvent comme des traits de ressemblance dans les différentes pièces qui constituent cet ensemble. Voilà, et puis pour vous montrer un peu d'autres choses, que vous ayez une vision un peu globale de ce que je fais, ça c'était une expo avec des pole dance, donc qui sont des sculptures que j'avais faites qui jouent avec des barres verticales. Donc j'avais un problème de sculpteur qui était de représenter le mouvement, parce que j'en avais marre de faire toujours des sculptures posées, avec toujours un rapport au plan. J'en avais marre de toujours partir d'un plan, donc je suis partie de fragments que j'ai agencés entre eux, parce que je trouvais que ça donnait beaucoup plus de liberté. Et puis aussi cette idée de la danse, du mouvement, comment s'y prendre aujourd'hui pour modeler ça. Et en fait, il m'est apparu que cette mode de la barre, parce qu'il y a plein de cours aujourd'hui, de cours du soir pour faire de la barre verticale, comme c'est vraiment devenu une activité de loisir créatif. Et donc, je pense qu'il y a aussi une émancipation de ces formes qui pourraient être un truc réservé aux putes. En fait, non, pas du tout. Aujourd'hui, ça a été complètement, comment dirais-je, réapproprié par plein d'autres gens qui en font plein de choses très créatives. Et sur YouTube, on trouve des tas de performances de gens avec toutes sortes de corps qui s'amusent avec ces barres. Voilà. Donc il y a aussi par rapport à l'histoire de la sculpture, les Degas et Rodin qui ont beaucoup représenté des corps de femmes dansant. Moi je m'étais dit, voilà, aujourd'hui c'était peut-être aussi marrant de mettre cette barre au milieu et qu'elle fasse vraiment partie, que ce soit pas comme un truc qu'on rajoute pour faire oublier que il y a plus d'apesanteur, mais qu'on oublie la potence, mais qu'au contraire la barre soit vraiment au cœur du jeu, quoi, au centre du jeu. Voilà, bon, ça c'est d'autres sculptures. Voilà. Alors, bon, pour revenir plus précisément à cette histoire de 1%, voilà, moi j'ai posté, donc en fait ça faisait très. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, alors c'est un. Alors, quand on construit, c'est une loi qui a été écrite en 80, peut-être 1 ou 2, par là. Plutôt. Non ? Ah non, attends. Après, c'est devenu effectif, il y a eu des... Ça n'a pas été éclatant tout de suite, ouais. Mais ça commence à être mal rond. Ok. Bon. Alors, donc, c'est une loi qui impose à la construction, à chaque construction sur tout le territoire, d'un bâtiment destiné à accueillir un bâtiment public et destiné à accueillir du public, que 1% du budget de la construction ou de la rénovation soit consacré à une œuvre d'art. L'idée étant qu'il y ait de l'art partout sur le territoire, qu'il y ait une continuité d'accès, j'imagine que c'était ça l'idée, une continuité d'accès à la culture sur tout le territoire, puisqu'on construit des collèges, des gymnases partout en France. Alors bon, là c'est un peu comment dirais-je, c'est un peu bizarre parce que c'est pas en France, c'est au Bangladesh, mais comme c'est l'ambassade franco-allemande de Dhaka au Bangladesh, c'est la première, voilà, et donc je pense que la loi française s'y applique et donc et il y a des 1% pour plein d'ambassades. Enfin, toutes les ambassades de France, il y a 1%. Ça s'applique. Voilà. Donc, le sujet de l'appel d'offres, c'était
de rendre hommage à l'amitié franco-allemande. Et c'est pas un thème qui m'inspire beaucoup. Donc, j'ai fait un hors-sujet. Et puis aussi, l'architecte avait déterminé 2 espaces, un qui est tout au bout là-bas du sol en briques, et un autre qui était une sous-face d'un préau. Et donc moi je me suis dit, ah non, quand même, ce rectangle, ça m'intéressait comme lieu pour cadrer comme ça et comme espace pour... Et voilà, et donc le thème que je me suis donné, c'était plutôt de rendre hommage au pays hôte, à sa géographie. Donc en l'occurrence, Dhaka, cette ville où l'œuvre est installée, c'est là où le Gange, qui vient de l'Himalaya, se jette dans le golfe du Bengale. Donc c'est vraiment le delta, c'est toujours inondé d'ailleurs, le Bangladesh. À chaque fois qu'on entend parler du Bangladesh, c'est parce qu'il y a des inondations dramatiques. Et voilà, donc c'est vraiment des terres qui sont au milieu des méandres et des circonvallations du fleuve qui se jette dans la mer, quoi. Et donc il y a un mélange, en fait il y a ça fait 15 mètres de long par 3 mètres de large. Donc il y a un grand bas-relief en aluminium, c'est de la dinanderie d'aluminium. Alors Sophie m'a dit que c'était bien pour les historiens de l'art de connaître un peu les techniques. Donc c'est partir d'une plaque de métal et de la former pour créer un volume à chaque coup de marteau, ça contribue à... Donc c'est beaucoup de coups de marteau. Et les autres éléments qui sont des fleurs, à la fois des fleurs qui viennent du fleuve, comme les lotus, qui sont aussi la fleur emblème, qui sont l'emblème du Bangladesh, mais aussi des choses plus sous-marines comme des éponges, etc., que j'avais déjà abordé avec ma pisseuse, là, la fontaine. Donc c'est à la fois la flore sous-marine et la flore du Gange du fleuve qui se mélangent, quoi, dans cet entre-deux qui est ce delta. Donc voilà, ça s'appelle delta. Donc c'est une sculpture qui est vraiment à fleur d'eau et très horizontale, et chaque céramique a une forme et des émaux différents. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer, voilà, la fabrication du métal. Et aussi pour vous donner une idée de l'échelle, parce que c'est vraiment voilà, c'est grand. Et tout a été fabriqué en France avant de partir. Voilà, ça c'est le détail des sculptures à mon... Voilà. Donc ça c'est une exposition que j'ai fait tout récemment là, à la galerie Papillon, donc avec laquelle je travaille depuis un moment déjà. Donc là on a créé une sorte de plateforme pour vraiment constituer une sorte de jardin de sculpture, et comme une île en fait, pour aussi relier les deux différents niveaux de la galerie et créer de la profondeur, et puis pour vraiment composer un ensemble comme un paysage. Je vous montre ces images parce que c'est en lien avec la deuxième candidature de 1% artistique que j'ai fait en même temps que cette expo. Donc je vous montre pour que vous ayez une idée de... En fait, si vous voulez répondre à une commande publique, je pense que proposer un projet de 1%, c'est possible à condition que le travail qu'on fait, le travail personnel qu'on fait rencontre un écho, voilà, une pertinence par rapport à un contexte qui est souvent hyper précis. Parce que, en fait, c'est comme si le travail qui est destiné aux galeries, enfin le travail d'atelier, le travail de recherche en atelier, c'est un lieu vraiment où les formes prennent le temps d'exister et de se construire. C'est parfois long comme processus. Et finalement, les appels d'offres, il faut répondre très vite et avoir très vite quelque chose qui est presque décidé à l'avance, quoi. On ne peut pas tellement tergiverser. Donc je dirais que la différence entre un travail d'atelier et de recherche d'atelier, c'est vraiment une stratégie de process, alors que répondre à un appel d'offres, c'est vraiment une stratégie de projet.
Et moi, j'aime pas du tout travailler comme projet, j'aime vraiment travailler dans une forme, enclenche une autre forme, je bouture un truc dans une sculpture que je vais développer dans une autre, et c'est long, et j'essaye des trucs, et ça va. Voilà. Alors que dans la stratégie de projet, il faut que la simulation, l'image que vous donnez à voir, elle soit comme le résultat qu'ils attendent derrière, avec des délais parfois qui sont extrêmement courts. Donc je pense que l'un nourrit l'autre en fait. C'est pour ça que je vous montre aussi cette expo-là en particulier, parce que c'est vraiment cette expo-là qui a nourri le projet des Jardins Perdus que je vais vous montrer après. Voilà, donc c'est une exposition avec des pistils, donc là des formes à la verticale. Donc j'avais écouté une conférence performance d'une fille qui m'avait beaucoup fait rire, qui s'appelle Sophia Tellier, dans un festival de jardinerie, où j'étais allée un 1er mai. Et donc cette fille filait la métaphore entre le développement des orchidées, qui sont des fleurs qui existent depuis des millions, c'est la plus vieille fleur qui a vraiment su renouveler toujours ses stratégies de survie et pour continuer et qui a une sexualité très particulière. Et donc, sa conférence sur la sexualité des orchidées était une conférence féministe aussi, où elle filait tout le temps la métaphore avec les humains et l'adaptation des rapports hommes-femmes et cette redistribution et cette réinvention qu'on était en train de vivre. Voilà. Donc ça m'avait beaucoup fait rire. Donc je m'étais, comment dirais-je, j'ai fait beaucoup de pistils, donc qui sont cette partie féminine de la reproduction du végétal, de la fleur, alors que les étamines sont masculins. Et donc ce jeu entre le féminin et le masculin, en prenant comme ça de la fleur que l'élément sexué et féminin, m'amusait, voilà. Et puis c'était un prétexte aussi pour jouer avec la polychromie en céramique. Parce que la possibilité, si vous voulez, de ce matériau, c'est vraiment de jouer avec la polychromie. Voilà. Après, il y a aussi des choses plus figuratives, plus anthropomorphiques, on va dire. Voilà, donc le projet que j'ai réalisé que je suis en train de réaliser, donc là c'est le collège Germaine Tillon à Livry-Gargan. Alors je précise que le nom du collège n'était pas attribué à l'époque, le nom du collège n'était pas décidé à l'époque où la procédure de 5% a eu lieu. Voilà, ça s'appelle les Jardins Perdus. En fait, l'adresse, c'est tout bête, c'est l'adresse du collège qui est rue des Jardins Perdus à Livry-Gargan. En fait, c'est au bord du canal. Au bord du canal, il y avait des guinguettes. Et le long, donc sur le quai, il y avait des jardins avec des bosquets pour que les gens puissent s'envoyer en l'air après avoir bu un coup sur les guinguettes. Donc en fait, les Jardins Perdus, c'est vraiment des lieux dédiés à la fornication. Voilà. Donc moi j'ai repris en fait ce titre pour l'œuvre de mon collège. Et en fait, il y a 4 patios, donc ça s'appelle des redans en architecture. Donc c'est comme un patio, mais avec que 3 côtés, qui sont sur des terrasses, qui sont des terrasses plantées de sédum. C'est une sorte de moquette végétale. Et donc j'ai proposé 4 jardins de sculpture qui reprennent les 4 saisons. Et donc c'est toujours la métaphore du végétal, proto-végétal, végétal, et du corps humain, qui est filé avec cette idée du temps qui passe, des saisons, des enfants qui grandissent, leur corps qui se transforme, etc. Parce que comme vous le savez, au collège, on vit des grandes métamorphoses aussi. Voilà, donc l'hiver, le printemps, avec les mêmes pistils que dans l'expo que je vous ai montré, et l'été. Voilà, donc pour chaque saison, une recherche en polychromie qui
qui restitue des couleurs, des ambiances vraiment de chaque différente univers coloré de chaque saison. Voilà. Voilà, ça c'est pour vous montrer aussi un petit peu comment on fabrique, la fabrique du dossier, la fabrique de 1%. Moi j'ai mis longtemps avant de comprendre comment fallait faire. J'ai envoyé beaucoup de dossiers pendant des années pour rien, jusqu'à ce que je sache qu'il y avait des agences de production qui fabriquent des simulations en Photoshop et qui fabriquent aussi de l'interface, enfin de l'intermédiaire entre les politiques et les artistes, parce que on parle pas forcément toujours le même langage, et c'est bien d'avoir des relais qui aident à rassurer le commanditaire. Donc le premier 1% que j'ai gagné, c'était la première fois que je m'associais avec cette agence, en l'occurrence, qui s'appelle Eva Albaran, qui est dans le Marais. Et voilà, je pense que même si moi je fabrique la plupart de mes œuvres moi-même, contrairement à beaucoup d'artistes avec lesquels ces agences de production travaillent, c'est quand même important pour la fabrique du dossier et pour rassurer le commanditaire. Voilà. Donc des références artistiques, j'ai mis Jean-Luc Moulin, Betty Goodman, Desjardins Zen du Japon, Harpe pour les formes biomorphiques, l'assiette de Virginia Woolf par Judy Chicago dans son grand dinner party, et Clara Kristalova. Voilà. Donc cette thématique de la fleur qui est quelque chose de très anthropomorphique et très sexué. Voilà. Donc ça c'est l'implantation. Donc vous voyez les 4 redans et le bord du canal et la présence très forte du végétal. Voilà. Et puis une notice technique pour expliquer comment c'est posé sans que ça nuise à l'étanchéité de la toiture, etc. etc. Voilà, donc c'est vrai que j'ai fait 3 candidatures cette année de 1% et il y en a une sur les 3 qui a marché. Celle-là a marché, donc j'ai signé le contrat et on est en train de le réaliser. C'est très rare de tomber sur un jury paritaire. Donc là, c'était à peu près le cas. Il y a un oral ? Oui, bien sûr, c'est un oral devant 25 personnes à peu près. Et en fait, je m'attendais à ce que le côté phallique de mes pistils pose un problème, surtout que c'est je n'ai peut-être pas précisé que les livrets Garland sont en Seine-Saint-Denis. Et en Seine-Saint-Denis, ils disent quand même souvent qu'il y a des sensibilités communautaires, ça veut dire religieuses, et donc j'avais un peu peur que ça passe pas, le côté sexué de ce travail. Et en fait, d'après ce qu'on m'a dit une fois que ça avait marché, quelqu'un a dit, le principal du collège a dit ça tombe bien, on va étudier les fleurs du mal. Ça va bien. Et quelqu'un d'autre a dit c'est pas plus phallique que la Tour Eiffel. Et voilà. Et donc parfois, en fait, c'était peut-être le 1%, c'était peut-être la candidature sur laquelle je m'étais le moins, comment dirais-je, autocensure, où j'avais fait ce qui ressemblait le plus à mon travail en fait. Et donc je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit celui-là qui marche. Et voilà. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que en tant qu'artiste, on prend quand même souvent des portes qui se ferment donc on imagine que qu'il y a certaines raisons. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais parfois c'est pas là où on pense que ça va passer que ça passe, quoi, et inversement. Voilà.